Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, ce matin sur votre antenne, comme c'est le cas, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, avec 10-12 le Zénith. Merci encore de nous faire confiance, merci pour la fidélité, merci de garder le bon cap avec la chaîne du peuple encore. Qu'est-ce qui peut expliquer finalement les 600 millions de francs CFA, dit-on, sortis au niveau du ministère de la santé publique camerounaise à titre de bon de carburant en 3 mois? Le docteur Manaouda Malachi, ministre de la santé publique au Cameroun, a réagi en disant qu'effectivement 600 millions de francs CFA étaient actés, mais pas sur 3 mois, plutôt sur une année. Question des Camerounais aujourd'hui, monsieur le ministre, comment expliquer réellement qu'aujourd'hui que des centres au Cameroun soient dépourvus de kits hémodialyse, ou encore qu'il y ait des malades de Covid-19 ou encore d'autres soins très attendus, que l'on ne privilégie pas le plateau technique et que l'on pense à 600 millions de francs CFA à titre de bon de carburant au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe réellement? Mais surtout, est-ce qu'on peut comprendre exactement pourquoi Jean-Michel Ninti aujourd'hui, député de la Nation, est dans une espèce de cabale contre le ministre de la Santé publique? Qui est-ce qui est derrière? Le ministre Manaouda Malachi? Est-ce que à la veille des nominations à venir, on n'a pas l'intention ou on ne croirait pas que tout serait mis en place pour salir littéralement l'image du ministre de la Santé publique au Cameroun aujourd'hui? Pourquoi de telles réactions? Pourquoi de telles sorties? Pourquoi justement cette pluie de réactions autour de la gestion du ministère de la Santé publique au Cameroun aujourd'hui? Madame, messieurs, ça nous interpelle et plus d'une personne quand même serait en voie de se poser la question: quelle cabale contre Manaouda Malachi? La grande famille est au complet ce matin et avec elle encore nous parlerons des sujets qui vous intéressent et qui intéressent bien évidemment le Cameroun. Charles Amel Bachou, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Santia, unis pour la même mission comme du lundi au vendredi de 10h à 12h. Nous sommes encore là ce matin pour vous servir. Et on va déjà saluer Bombok Bengan Kandje qui est avec nous ce matin comme tous les jours, d'ailleurs dans la posture de consultant. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Effectivement, je m'aligne derrière le député Jean-Michel Ninti pour exiger du gouvernement d'appliquer au moins la politique de celui qui définit la politique de la nation. C'est depuis 2008 que le chef de l'État avait annoncé lui-même la création des centres d'hémodialyse dans tous les départements, dans tous les hôpitaux des départements. Donc il faudrait que chaque fois on relance le gouvernement pour cela. N'y a-t-il pas eu d'argent pour cela? Y a-t-il eu d'argent et l'argent a été détourné? Il faudrait qu'on sache, et le député qui a la charge de contrôler l'action du gouvernement doit s'appesantir sur des sujets de ce genre, parce qu'une population doit être instruite, éduquée et en bonne santé avant même toute chose. Yes. Merci infiniment, bon Bengan Kandje. 250 milliards de francs CFA mis en place pour la réhabilitation de la Sonara après l'incendie qui a consumé pratiquement, on va dire, toutes les installations de la Sonara aujourd'hui à Limbé. 250 milliards de francs CFA. Comment comprendre le budget pour sa réhabilitation? Qui sont ceux qui vont réhabiliter? Est-ce que le cahier de charges, très attendu, mais surtout proposé par des entreprises étrangères, serait respecté? Que dire finalement de la Russie qui voudrait se réimpliquer aussi dans cette réhabilitation? Madame, Messieurs, des questions évidentes à se poser autour de la réhabilitation de la Sonara à nouveau au Cameroun. Charles Amel Bachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Je pense que le ministre de la Santé a passé une très mauvaise nuit après l'affaire des 600 millions en termes de carburant. Il est allé donc jusqu'à préciser dans un tweet que c'était l'argent réservé aux ordonnateurs. 150 si je ne me trompe. Lorsqu'on calcule, cela fait 40 000 pour les différents ordonnateurs. Multipliez maintenant cet argent par le nombre de trimestres, vous vous rendez compte que en termes de carburant, le ministère de la Santé se retrouve ou va chercher dans les 1,8 milliard. C'est grave ça. Lorsqu'on sait qu'on n'a pas de kit d'hémodialyse et que nous sommes en train de franchir la barre de 30 morts de ce côté de l'extrême nord. Bref,
Passons. Y compris à l'Est Cameroun. Passons. Que se passe-t-il entre le secrétariat général de la présidence de la République et le ministère de l'administration territoriale? Comment comprendre que l'ensemble des recommandations qui sont faites par le secrétariat général de la présidence à l'endroit du ministère de l'administration territoriale, des recommandations, des dossiers cooptés, soient bloqués au niveau de la direction des affaires politiques? Qui est à la tête de la direction des affaires politiques au MINAT, et pourquoi certains dossiers qui nécessitent, on va dire, un traitement tout à fait particulier, parce que coté par le secrétariat général de la présidence de la République, on décide de ne pas le signer, on décide de ne pas faire. Est-ce un bras de fer entre le secrétariat et le MINAT, ou alors est-ce un coup, comme on dit, un coup bas à l'endroit du MINAT? Dans tous les cas, d'ici là, beaucoup de choses risquent de se passer. Là-bas, Yaoundé. Les nominations arrivent, vous le savez, madame, monsieur, et depuis, forcément pas de remaniement, où on va revoir le gouvernement camerounais dans les jours à venir. Une bataille est ouverte, le sérail est en mouvement, des questions sont, on va dire, en suspense, et la presse camerounaise s'en délectera assurément pendant cette période. Attention, madame, monsieur, gardez le cap sur le Cameroun, n'ouvrez, j'ai envie de dire, ouvrez les yeux sur ce qui va se passer dans les jours à venir. Bonjour à vous, Karine Sante, bienvenue. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Qu'est-ce qui s'est réellement passé hier avec le communiqué signé par Paul Atangandi parlant d'une dotation spéciale du chef de l'État à l'endroit des chefs traditionnels? Comment expliquer que ce soit le chef de l'État lui-même ou encore Paul Atangandi qui aurait pu sur lui distribuer cette dotation aux chefs traditionnels? Que dire, bien évidemment, du silence du cabinet civil aujourd'hui ou encore même de ce secrétariat général de la présidence de la République aujourd'hui? Qui est derrière cette signature? Est-ce le ministre de l'administration territoriale lui-même ou est-ce que c'est Paul Biya lui-même qui aurait demandé que cette dotation soit rangée aux côtés des chefs traditionnels, même si on sait qu'une disposition légale leur donne bien évidemment le droit d'en profiter? Bonjour à vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour aux téléspectateurs, un bonjour au ministre de la Santé qui, lors d'une interview, a salué, a célébré la grande sagesse du président de la République, grâce à qui on a pu contrôler le coronavirus, en oubliant bien entendu les monseigneurs Da et tous les chercheurs qui ont mis sur pied des produits pour pouvoir combattre ce coronavirus-là. Et bonjour aussi au député Jean-Robert Nithieu, qui Jean-Michel Nithieu, qui jusqu'ici ou d'hier s'est présenté comme le député que tous les Camerounais attendent. Celui-là qui expose les manquements des membres du gouvernement et bien sûr qui appelle à la démission du ministre de la Santé, puisque celui-ci jusqu'ici refuse de répondre à toutes les questions à lui adressées. Valéry Giscard d'Estaing n'est plus, ancien président français, souvenez-vous, est mort hier. Aujourd'hui, le Cameroun ou encore les Africains se posent mille et une questions sur la relation que cet ancien chef de l'État français avait mis en place entre la France et l'Afrique aujourd'hui. Les Centrafricains, pour beaucoup ce matin, se sont réveillés avec un regard mitigé sur ce décès. Les Camerounais également, qui pour beaucoup, selon certaines velléités, on laisse entendre que cet homme qui est mort détiendra aujourd'hui la moitié des forêts camerounaises. Info Wentox, qu'est-ce qui se passe véritablement? Les Camerounais sont-ils conscients de cette réalité? Madame, Messieurs, n'oubliez pas, Valéry Giscard d'Estaing n'est plus, celui-là qui a été renversé par Pompidou et par la suite lui aussi renversé par Mitterrand. Les regards sont tournés vers la France. Bonbon Bendan Kandji, cette actualité vous parle aussi, la mort de Valéry Giscard d'Estaing. Oui, mais de tristesse. Est-ce que c'est quand même Valéry Giscard d'Estaing qui a préparé la venue de Paul Biya au Cameroun? Il est arrivé ici en 1977 avec la Concorde. Il a fait tout pour que Ahidjo désigne son premier ministre successeur constitutionnel. Et Mitterrand est seulement venu accomplir ce qui s'est passé. Tristesse. Et le diamant de Bokassa et les forêts de l'Est Cameroun. Il faudrait bien qu'un jour le Cameroun puisse se débarrasser de cette tutelle-là. On en parlera. Merci beaucoup à vous, merci à tous. Il y a des choses dont on doit classer désormais dans l'histoire. On ne classera pas sur les richesses camerounaises. S'il est réel que la moitié du bois camerounais appartiendra à un seul homme, qui ne serait plus aujourd'hui,
il faut se poser des questions, Charles Mbachou. Bien. C'est très important. En parlant, alors, on attend le moment. Merci à vous. Madame, Messieurs, vous connaissez les plateformes qui sont les vôtres. Equinox TV, pour ceux qui nous regardent en live. Equinox, on va dire 10-12 Zénith sur Facebook. Un numéro tout à l'heure au bas de l'écran. Communiez avec nous, comme c'est le cas tous les lundis à vendredi. Dominique Audrey-Yengelek, c'est quoi l'histoire de ce matin? C'est l'histoire d'une jeune femme âgée de 32 ans, titulaire d'une licence en gestion depuis 2019. Elle raconte qu'elle a un enfant de 13 ans. Elle n'est pas mariée et elle est vendeuse à la sauvette. Il y a de cela 2 ans, un monsieur, entre guillemets, un praticien, lui a annoncé le jour de l'anniversaire de son père qu'elle était doublée et habitée par un esprit de grand-mère. Elle dit qu'elle n'y a pas cru parce que pour elle, c'était simplement de la ruse venant de ce monsieur-là. Un autre jour, en revenant du marché, elle croise un monsieur qui l'interpelle et lui dit « Ma fille, tu as l'apparence d'une vieille femme ». Et elle dit que ce jour-là, toujours, elle n'y a pas cru et elle a botté cela en touche. Tout récemment, un pasteur des églises de Reveil me fait la même révélation et me dit que lorsqu'on me regarde, j'ai un masque de vieillesse. Mon inquiétude, je ne suis pas mariée, je n'ai pas de boulot, je ne mène pas une vie de débauche, pas de boîte de nuit, pas de consommation d'alcool, etc. Un peu radical, mais il suffit qu'un homme découvre ma nudité pour que la relation s'éteigne sans qu'il n'y ait aucun problème, sans nœud de discorde, et je suis sûre que cela est certainement lié à ce qu'on m'a dit. Donc j'aimerais avoir vos avis. Et en plus de cela, Père Mbambok, Charles Armel, pouvez-vous m'aider parce que je suis arrivée à bout. Avec ma famille, on a entrepris de mener des rites traditionnels au village et là-bas, on nous a dit qu'il fallait que j'aille nourrir les ancêtres du côté maternel et paternel. Mes parents sont séparés et chacun de son côté ne veut pas véritablement s'investir dans cette recherche de vérité-là. Que faire ? Que faire? La question est posée ce matin. Est-ce que vous, Africains, vous qui nous regardez, vous avez une proposition à faire ce matin? Est-ce que vous qui êtes d'ailleurs devant votre petit écran ou devant votre smartphone, vous en savez un peu plus sur ces questions? Quelle analyse vous en faites justement? Comment les résoudre? Si vous avez une solution, qu'est-ce que vous proposez à cette dame qui nous parle ce matin? La question est purement, on va dire, si on peut le dire, traditionnelle, ou encore spirituelle. Nous nous tenons d'abord avec vous, Bengan Kandji. Elle vous interpelle. Elle, cette dame. Comment résoudre ce genre de problème? Il faut revenir à ses origines. Il ne faut pas oublier ses sources. Mais le drame, c'est que quand on vous dit retour aux sources, on va vous commencer à avoir des manières à pousser sans raillerie. On va avoir des cachets sexes, oubliant que 5000 ans avant Jésus-Christ, les femmes portaient le soie. Donc, vous voyez, non, de manière plus claire, d'abord, ce procédé existe. Il y a des gens qui se promènent sous forme de silhouettes, en réalité. Donc, l'âme a été emportée, cachée quelque part, ça existe. Des situations là on emporte l'âme? Oui, oui. On emporte votre âme? Il y en a même qui pénètrent, oui, les vampires. Ouais. On parlait du vampirisme. Justement, votre aura magnétique peut sortir de votre corps. On peut procéder à des pratiques telles que vous avez l'impression de vivre, mais en réalité, vous ne vivez pas. Vous pouvez être voilé. On peut vous donner le visage ou le corps d'une vieille personne. Ça existe. Ces choses-là existent. Donc, bon, elle a sa chance, c'est que j'allais dire, un prêtre traditionnel lui a dit, et un homme de l'église abrahamique lui a dit encore. Donc, c'est ce que je dis, c'est sa chance. Et dans ces vérifications, on lui dit, il faut rentrer au village. Et tout à fait. Parce que il y a des périodes, des choses qu'on ne doit pas négliger dans sa vie. Quand un enfant naît, l'attribution du nom, on donne. Donc, le nom a une connotation, ça qui vous donne, non seulement ça vous donne votre propre identité, mais ça vous lie avec des ancêtres. Lorsque quelqu'un s'appelle Bengan Didier Raymond, bon, Didier Raymond qu'on vient mettre dans Bengan signifie quoi? Rien du tout, ça peut vous perturber. Donc, là, il y a le processus, bon, elle n'est pas encore mariée, les funérailles qu'on organise pour ses grands-parents, pour ses parents, ça a une valeur spirituelle, économique et tout, au même moment. Donc,
l'Afrique doit résoudre son problème religieux et spirituel. Spirituel d'abord parce que la spiritualité est dynamique. C'est l'éveil de l'âme de Dieu qui sommeille en nous. Bon, est-ce que quand vous êtes porté pour des activités paramilitaires, scientifiques ou de médecine, ça doit être décliné et la famille vous encadre pour aboutir à ça. La religion, c'est les relations que nous avons avec l'au-delà. La relation que nous avons avec l'au-delà, c'est là. Vous ne pouvez pas arriver chez Dieu sans passer par vos ancêtres. Et on nous a menti en disant qu'il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus qui vous amène. Et vous, ça, c'est une hérésie. Il faut corriger. Est-ce que ça veut dire justement, bon, Benga, sur l'histoire que cette fille nous présente ce matin, qu'on devrait avoir là-dehors plein de nos sœurs qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas la chance justement de se retrouver dans un foyer véritablement, parce que des personnes spirituellement auraient pris d'assaut leur vie, se seraient saisis, les empêchant véritablement de trouver la lumière? Tout à fait. Mais ça peut se décliner sur 3 variantes. Oui. Il y a d'abord des filles, quand ils naissent, papa dit tu n'iras pas en mariage, tu vas perpétuer ma descendance ici. Ça arrive généralement dans des familles qui n'ont que des filles. On pas dit les autres peuvent aller, mais pas toi. Si tu choisis une de ces filles. Ça peut arriver dans les familles de chefferie, parce que les gens disaient ici qui peut être chef, peut pas être chef. Nos ancêtres ont imaginé des formules où ceux qui peuvent être dans la famille chefale peut avoir un chef qui ne fait pas d'enfants ou qui ne fait que des filles. La chefferie a donc des filles qui font des enfants, qui ne vont pas en mariage. Il y a aussi ce cadre-là. Et ces filles, on les encadre d'une certaine manière qu'elles peuvent faire des enfants, mais ces enfants sont de la chefferie. Donc leurs papas biologiques ne viendront jamais les réclamer. Parce que il peut arriver des problèmes à la succession. On pourra prendre un enfant parmi ces enfants-là pour être chef, pour faire la succession. Maintenant, il y a le problème de sorcellerie. Ça existe. Ça existe que il y a des gens malveillants dans la société qui voient l'étoile de quelqu'un qui tente à éteindre votre étoile. Et ça aussi, comment ça on existe. les combat, Comment on les combat? Comment on les combat dans nos spiritualités ont la possibilité de les combattre. Par exemple, il y a des enfants, généralement ça arrive, il y a des enfants qui sont nés avec un troisième ou un quatrième E. Et voilà. Quand un enfant, on commence d'abord, l'Église nous a demandé à les résister. Ah non, ces enfants, ils voient. Il y a des enfants qui naissent voyants, qui voient, qui peuvent imaginer des choses, qui voient d'ailleurs des choses. Donc, les vampires les combattent. Et quand les vampires les combattent, ils ternissent effectivement les mains parce que ces enfants sont généralement incompris dans la famille. Mais il peut aussi y avoir des enfants qui sont nés, j'allais dire, de manière normale et qui ont une étoile. Pour ça qu'on vous dit souvent qu'il y a des enfants qui sont nés pour porter la famille. Vous avez 2 filles à la maison, vous leur dites allez vendre les oranges. Il y en a une, il n'a pas envie de faire un marketing spécial. Tout le monde va vers elle, on achète ses oranges, alors que sa sœur est là. Elle va passer et elle ne vend pas autant que l'autre. Donc c'est une étoile et ça on encadre. Quand vous avez donc un enfant comme ça qui a une étoile, les vampires vont chercher à ternir cette image-là, à éteindre cette étoile et sûrement que cette fille, elle est dans ce cadre-là. Quel espoir que vous donnez ce matin? Un espoir de, je ne sais pas quelle vie est la main. Il y a dans chaque contrée camerounaise, dans chaque nationalité camerounaise, dans chaque royaume camerounais, des gens spécialistes qui se retournent vers la coutume et surtout ce qu'on donne, la nourriture qu'on donne à nos ancêtres, ce n'est pas, j'allais dire, on ne le fait pas simplement par mimétisme. Il y a une valeur traditionnelle, il y a une valeur spirituelle, il y a une valeur, j'allais dire, des relations avec nos ancêtres, avec ça. Donc quand vous donnez l'argent à l'église, on dit donnez la dîme. Et Dieu a dit que donnez le 10e de ce que vous avez. En réalité, on a triché ça chez nous. On a triché ça chez nous parce que comme il y a aujourd'hui votre déréglementation climatique,
qu'est-ce qui s'est passé à chaque fin de cycle? Nous, on ne connaissait pas les années, on parlait de fin de cycle. Oui. Quand l'année est chaude, il n'y a pas eu assez de nourriture. On a l'impression que l'année qui suit, il y aura, puisque les nourritures se sont brûlées, il a fait chaud, il risque d'avoir la famine. On s'asseyait, on demande aux ancêtres d'intercéder auprès de Dieu Tout-Puissant, de nous encadrer. C'est la même chose qui se faisait avec les maladies d'accord. Et voilà, il doit se référer à sa tradition et obéir à ce qu'on va lui dire dans sa culture. Vous ouvrez justement, on va dire, une voie tout à fait particulière en ce qui concerne la résolution des problèmes que nos sœurs peuvent porter aujourd'hui, puisqu'elles sont nombreuses à nous regarder, pas seulement à Douala ou au Cameroun et même à l'étranger. Charles Amen Bachou, vous êtes d'ailleurs interpellé par la téléspectatrice qui voudrait justement avoir un éventuel conseil. Qu'est-ce que vous lui dites justement ce matin pour sortir de son problème et surtout aider probablement plein de nos sœurs qui sont dans les mêmes situations? Je suis un peu dérangé quand vous posez cette question. On dirait que je suis allé à l'hôpital, on m'a prélevé, on a détecté un palu. Et comme Bongo dit, il faut l'association de 2 molécules pour me soigner. Non, on ne résout pas les problèmes des Bantous comme on résout les problèmes des occidentalisés. Ou lorsque vous arrivez à l'église, toutes les posologies de tous les problèmes que vous posez à l'église, c'est prier. Donc, j'ai mal mon père, j'ai mal au pied, prier. Seule la prière des livres. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi je le dis? Vous savez, il y a 3 temps forts chez l'Africain. Le premier temps fort, c'est la naissance qui est matérialisée par 2 choses. La gestion du placenta et la gestion du cordon ombilical. Nous avons le 3e temps qui est marqué chez le jeune garçon par la circoncision, le prépuce. Où est-ce qu'on le jette? Et il y a le 3e temps chez la femme qui sont les règles, si vous voulez. Le 3e temps, les règles. Bon, nous n'allons pas arriver à ce niveau. Monsieur Michel Ngatiou, quand un enfant vient au monde, aujourd'hui chez les occidentalisés, est-ce que vous savez que dans les hôpitaux, on ne remet plus le placenta à la maman? Est-ce que vous le savez? On ne remet plus le placenta à l'enfant, à la famille. Lorsque l'enfant naît, on récupère. Qui le récupère? Je vous dis, dans les hôpitaux, les occidentalisés. On récupère. Moi, vous avez accouché. Dans le service de maternité. On s'en va. Le placenta est l'âme de la famille. Le placenta est le cocon, monsieur Michel Ngatiou. Lorsque vous laissez quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam partir avec le placenta, il part avec une partie de votre famille, sinon toute votre famille, parce que derrière le placenta, on fait des rituels. Certains cercles ésotériques consomment le placenta. Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Ngatiou, vous avez le cordon ombilical. Lorsque le cordon ombilical vient à tomber après un certain nombre de jours, il y a des rituels. On rentre en terrain, on prépare la nourriture. Il y a une nourriture qu'on prépare avec le haricot, qu'on partage. Vous voyez que les occidentalisés sont morts. Je le dis aujourd'hui, ils sont morts. Il n'y a pas qu'un qui marche avec les masques qui sont comme ça. Qui marchent avec les masques comme ça, des arrière-grands-pères et tout ça sur le visage. Ça, c'est les 2 temps forts qu'il fallait expliquer. C'est très important qu'on explique parce qu'aujourd'hui, vous avez des enfants sans âme, c'est des enfants qui marchent sans esprit. Excusez, je parle, là, ne me prenez pas au premier degré, ne voyez pas l'âme comme étant la constituante de la Bible. Je parle qu'ils marchent, ils sont vides. Tout ce qui est en route, qui passe, ils prennent. Bon, voilà, ils ne parviennent à n'aboutir à rien parce que cette substance, ils n'en ont pas. Vous avez donc, monsieur Michel Ngatiou, le nom. Pour donner le nom, il y a un principe de calcul. On calcule pour donner le nom. C'est des études. Le nom qu'on va donner à l'enfant, ça respecte quoi? Ça respecte. Est-ce que ça suit la lignée? Est-ce que c'est des études? Ce n'est même pas vous. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, tu poses la question de savoir, ton enfant va s'appeler qui? Hey, moi, je pars dans la belle famille de mon mari, hein, je donne le nom. Le nom que vous donnez, c'est en tout. Il y a ce qu'on appelle le principe de la réincarnation. Le roi est mort, vive le roi. Le nom que vous donnez à l'enfant, l'enfant va adopter, si c'est un ancêtre, l'enfant va adopter, la personne va adopter les attitudes. Si la personne était une bandite, si la personne était un voleur, si la personne était un sorcier, si la personne avait une mauvaise bouche, si la personne parlait mal,
cette personne va porter, l'enfant va porter intégralement, je dis bien intégralement, le comportement et les attitudes de cette personne. Moi, je vais vous le dire, aujourd'hui, vous avez, moi, je prends de mon côté, M. Michel Ngatou, vous avez une grand-mère qui ne supportait pas les caleçons. Elle ne supportait pas porter le slip, M. Michel Ngatou. Et lorsqu'elle est arrivée, ça la gênait, même les affaires de soutien, ça la gênait. Bon, on a eu dans la famille quelqu'un qui a voulu, après les études, on s'est souvenu d'elle, on lui a donné le nom. Je vous assure que la cousine qui porte ce nom, M. Michel Ngatou, a les mêmes attitudes. Je vous assure, les mêmes attitudes. Et chaque fois qu'elles font dire que tu y ressembles, on a fait l'erreur de te donner le nom. Donc vous voyez jusqu'où le nom accompagne. Maintenant, il peut avoir un problème de succession où on devait la faire asseoir sur une chaise. Effectivement, je voudrais rebondir. On devait la faire. Succession Oui, la succession, ça peut être qu'elle est destinée. Et cette succession, c'est une succession oubliée. C'est une succession qu'on a, j'avais délaissée, dont les gens même ne se souviennent pas. Il faudrait aller chercher cette succession-là qui vient en elle et qui provoque tout ce que vous voyez jusqu'à ce qu'on arrive à la délivrer. Ça, c'est la façon traditionnelle. Maintenant, revenons dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de femmes vivent avec les totems. Je le dis, je regarde la caméra. Tout à fait. Beaucoup de femmes vivent avec le totem des hommes. Tout à fait. Merci, maman. C'est-à-dire, beaucoup de filles que vous voyez ici dehors vivent avec le totem des hommes. C'est-à-dire que je drague Dominique Audrey. Je cherche là, je vais déposer mon totem. Ce n'est plus le totem qu'on mettait dans les ouais, c'est le ventre de la femme est devenu l'entonnoir ou le réceptacle. Le gars vient, vous avez de la pose sexuelle, je dépose. Je dépose M. Michel Ngatou. Et lorsqu'elle porte ce cadeau, je ne me note pas. Elle n'enfantera plus, elle aura des problèmes de conception. Deux, elle aura des problèmes avec des relations sentimentales, ça ne va pas donner. Trois, il y a que de déception en déception, parce qu'elle porte quelque chose qui est nocif. La femme est le centre de la vie. Rappelez-vous des trans. Je termine. Vous ne pas peur aux Camerounais ce matin, parce que là, lorsque vous l'expliquez effectivement... Je parle plein de moi, monsieur Michel Ngatou aussi. Je vous dis, plein de filles sont des dépôts, ont des dépôts en elles. Ouais. Je vous le dis, je ne me cache pas pour vous dire. Je prends un assumant. Monsieur Michel Ngatou, il y a l'affaire des cadeaux. Beaucoup de filles reçoivent des cadeaux, des chaînes, des gourmettes. Parfois, elles demandent même, monsieur Michel Ngatou. Elles acceptent. On offre. Derrière ce cadeau, qu'est-ce qui se cache? Vous avez des appels de minuit où quelqu'un t'appelle. Est-ce que tu peux te sacrifier pour moi? Est-ce que tu m'aimes? Oui. Est-ce que tu peux vraiment te sacrifier pour moi? Oui. Ah, laisse demain, je vais voir comment je vais t'envoyer. Vous, les jeunes filles, vous aimez trop l'argent. Donc, vrai, si à n'importe quoi, on dit qu'il faut choisir et te sacrifier, vrai, tu peux te sacrifier. Oui, tu as répondu 3 fois, tu viens de faire un pacte sans te rendre compte. Tu acceptes de prendre quelque chose que tu ne connais pas. Et du coup, tu marches avec un masque. Mais monsieur Michel, mais je vous dis que vous vous retrouvez à porter quelque chose sans que vous ne le sachiez. Vous avez des femmes, lorsqu'elles arrivent à la maternité ou à la maison, elles ont un souci. Pardon, aide-moi, porte mon enfant. Tu prends l'enfant, tu portes. Celle à qui vous donnez de porter votre enfant, c'est qui? Juste le crachat qu'on promet sur la fontanelle de votre enfant peut déterminer la vie de votre enfant. Elle doit associer à d'autres choses. Vous avez des femmes donc comme ça qui n'aiment pas rester avec leur enfant. 2 minutes quand l'enfant rentre, va chez le voisin. Va chez le voisin. Bon, je m'arrête là parce que je ne suis pas seul. J'essaie de détailler pour vous dire tout peut venir. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne résout pas les affaires des bantous comme à l'église. Qu'est-ce que ça vous inspire, Karine Sontia, cette histoire ce matin? Est-ce que ça vous fait pas peur? Vous ne vous dites pas également cette femme devrait très vite se prendre en charge? Elle ne peut pas le faire seule. C'est avec la complicité de qui, ses parents? Il faut son père, il faut sa mère. Elle vient quand même de quelque part. C'est pour ça que je dis que les personnes qui sont souvent issues des familles divisées ont beaucoup trop de problèmes. Oui. Elles passent par ce genre de difficultés. Parce que lorsqu'il y a division, le diable s'installe. Il aime ça, en fait. Il aime quand les gens ne s'entendent pas. Lui, il aime quand vous n'arrivez même pas à vous... Et quand le père et la mère qui sont séparés, qui ont eu un enfant, ne peuvent pas se dire bonjour. Alors qu'au milieu, entre eux, il y a un enfant. Là, voilà, qui a grandi et tout. Elle a même un enfant, elle aussi. Mais elle n'arrive pas à être heureuse. Elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Ce genre de personnes-là, elles ont la chance d'avoir tout ce qu'elles veulent. Je parle financièrement et matériellement, mais jamais émotionnellement. Parce que la vérité, c'est que elles n'ont pas reçu ça et du coup on ne peut pas le leur donner et ça fait que le démon ou le diable ou les esprits et tout peuvent maintenant s'installer et faire d'elle leur domicile. Et c'est délicat parce que elle va rencontrer son père et sa mère qui ne prennent pas ça vraiment au sérieux. J'ajoute juste de là à votre moulin. Vous avez vu, en cette affaire, quand on veut gérer ça, le père n'intervient pas. C'est pas le père, c'est le ventre.
D'accord. On parle du ventre. Dans le ventre de la mère. La Voilà, famille c'est le maternelle. ventre qui De la parle, mère. donc c'est pas le père. Voilà, merci beaucoup. Qu'il intervienne ou pas, il doit le savoir. Tout à fait. Il doit le savoir. Si c'est C'est pour son savoir, enfant. oui. C'est son enfant. Mais imaginez-vous que vous partez raconter à votre père que papa, on me dit, il y a des 4 personnes qui m'ont dit que j'ai le masque d'une grand-mère sur mon visage. Et il te dit que, moi je ne connais pas les choses comme ça. Mais il y a des Laisse parents tranquille. laxistement, Karine Non, Santia. il te dit que, moi je ne connais pas les choses comme ça. Il te dit, vous allez gérer là-bas. Oui, il s'en fout. Ce n'est Vous pas savez, le père. c'est pas lui qui doit gérer, mais il doit prendre ça au sérieux. C'est son enfant. C'est son enfant, monsieur Mathieu. Non. Monsieur Mathieu, laissez-moi terminer. Non, il est Non. volé. Laissez-moi Je ne peux terminer. pas accepter Comme vous ça. le disiez Je dis ou pas, non. je suis dans mon Le père, je argumentaire. vous dis que le père Je n'a pas suis dans mon d'intervention dans argumentaire. son Je mère. suis occidentalisée, je ne suis pas traditionnaliste. Je reste dans mon occidentalisé, dans mon occidentalisation. Merci. Le père a le droit de savoir et il a même le devoir de tout mettre en œuvre pour que ça marche. Qu'il convoque sa femme ou pas, mais il faut qu'ils en parlent. Il faut qu'ils en parlent. Il n'est pas question que votre enfant vienne vous soulever un problème comme ça. Moi, je connais des parents, des hommes qui n'ont pas de femmes, mais qui, lorsque leurs enfants ont le mot de un seul mal de crâne, le mal de crâne seulement, lui, il ne dort pas. Mais il est inadmissible que vous soyez là. Votre mère est vivante, votre père est vivant, mais vous avez un problème comme ça pendant longtemps. Personne des deux ne bouge le petit On peut doigt. se demander qu'est-ce que les parents eux-mêmes d'abord ont hérité justement de ces valeurs de leurs parents aussi, ou est-ce que eux les parents n'ont pas rejeté toutes Il faut ces d'abord valeurs? qu'on voit qu'ils ont envie de savoir ce que c'est. Qu'ils héritent ou pas. Il faut qu'on voit qu'ils veulent savoir ce que c'est. Parce que c'est étrange que 4 personnes... Il faut d'abord ça, c'est le mythe qu'il y a derrière. Vouloir démystifier. Donc vous interpellez les parents, c'est le problème. 4 personnes vous disent quelque chose à votre enfant, vous êtes obligé de vouloir en savoir plus. Ouais. C'est comme ça que ça se passe, il n'y a pas une autre manière. C'est quand vous vous interrogez le fond du problème ou de la question, que maintenant vous dites que, bon, moi je n'ai pas grandi avec ça, je n'ai pas connu des choses comme ça. Il y a qui peut m'aider? C'est là où vous commencez à chercher où, de quel côté y aller. Et mais faites de la femme quelle comme si chance avez-vous? l'enfant là, elle est tombée du ciel, ou bien c'est un manguier qui l'a jeté, Quelle et chance- puis elle grandit toute Quelle seule. chance avez-vous donc pour trouver des bonnes personnes à même de soigner le mal? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de charlatans dans le monde qu'on ne sait plus à quel sens se vouer, Karine. Vous êtes C'est la d'accord? raison pour laquelle il faut d'abord adresser la question. Ok, à cette Quand ils vont interroger la question, quand ils vont interroger, ils peuvent même rentrer c'est toutes ces 4 personnes-là pour vérifier d'eux-mêmes. Quand ils vont finir de vérifier, il y a au moins une personne des 3 qui va vous dire que je vous oriente ici. C'est comme ça. Très bien. Tout le monde ne peut pas soigner, mais quelqu'un peut vous dire que je vous oriente là-bas, allez faire comme ça. Parce qu'elle dit qu'on a demandé qu'elle doit faire les trucs au village et autres, mais elle ne peut pas aller comme ça, la cogna, elle se lève, elle commence à faire les choses, c'est pas comme ça. Dominique Audrey, Karine Santia interpelle les parents et estime que, en réalité, les parents ne doivent pas être, comme on dit souvent entre nos quartiers, il y a des parents qui dorment sur leur laurier et qui oublient qu'ils ont mis des enfants au monde, qu'ils doivent encadrer spirituellement afin de les éviter de tout danger spirituel. Je ne sais pas si c'est bien dit. Tout Mais à fait. est-ce que le problème sont les parents dans ce cas, ou c'est la fille elle-même, ou sont les traditions? Du moins, je ne sais pas comment vous faites votre lecture sur l'histoire de ce matin. C'est un peu difficile parce que les parents ont leur rôle à jouer et la personne la concernée également. Si je veux simplement, j'aimerais bien donner mon temps de parole à Charles Hamel, si ça ne vous dérange Ouais. pas, pour qu'il donne plus de détails. Mais concernant les relations qu'elle peut bien avoir avec les hommes, il ne faudrait pas simplement se cantonner à ce qu'on a un masque. Parce qu'on peut bien vous enlever ce masque-là. Si vous n'avez pas une bonne attitude, si vous n'avez pas un bon comportement en tant que femme, les relations ne marcheront pas. Ça aussi, c'est une réalité. Hein. Voilà. Donc, Du point de vue Non, non, si vous permettez, Voilà, avant j'allais, peut-être que terminer. Charles Hamel, non. Oui. Ici, parce que dans la tradition africaine, il y a 4 étapes. Ça coïncide ici au 3e. Comment manipuler les forces invisibles? Ou si vous voulez, parce que nous on lit les deux. C'est quand vous avez votre identité propre que vous pouvez vous définir. C'est quand vous êtes donc masqué, en réalité, elle ne peut pas savoir qu'elle chasse les hommes. Elle peut bien tomber amoureuse d'un homme, mais à peine la relation veut être sérieuse, C'est l'homme là, part. Et quand on lui dit que maman, c'est toi qui chasses les hommes, vous avez, ça, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Donc, vous rentrez et que je dis à Charles, non, le père doit savoir. Parce que dans la famille, c'est l'enfant du père. Il doit savoir. Et maintenant, les déclinaisons, dont la recherche de la solution va donc vers du côté de maman. C'est papa qui dit
à sa femme que non, vraiment ramène. Oui, et c'est ce que justement, c'est de la même manière, parce que quand une femme va marier, elle n'accouche pas. C'est d'abord sa famille qui va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il s'agit ici, parce que c'est le phénomène qu'elle a démis. Mais qu'est-ce qui justifie les noumènes? Donc, les phénomènes invisibles. C'est les phénomènes invisibles, les noumènes, qui expliquent les phénomènes que nous avons. Oui. Donc, il faut résoudre donc ça du côté des noumènes. Non, mais il y a dans chaque, j'allais dire, chaque tradition africaine, chaque clan, chaque société africaine a des gens spécialisés. Merci pour cela. Maintenant, il y a des gens qui ont une portée universelle. Comme le Mbombok, moi je peux résoudre un problème qui est prêté par un Chinois. Merci beaucoup. Je peux résoudre, même s'il vient de Kuala Lumpur, je peux résoudre un problème d'un Japonais, d'un Français, d'un Bassa, d'un Bamléké ou d'un Marocain ou d'un Béninois. Donc il y a des gens qui ont des portées universelles pour résoudre le problème parce qu'ils portent l'humanité. Gardez, on dira le cap, sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple avec 10 le Zénith. Tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question des insuffisances liées à l'implémentation de la stratégie nationale de développement baptisée SND 30 en lieu et place du DSCE dans ce pays. Depuis 2003, nous avons des stratégies nationales, DSRP, DSCE et aujourd'hui SDN 30, SND 30. Nous avons des stratégies sectorielles, des stratégies à périmètre ministériel, le budget programme qui planifie la production, mais nous n'avons aucun document qui rend compte d'une réflexion d'une égale importance en ce qui concerne les ressources humaines. Parce que lorsqu'on parcourt la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, même si on espère être émergent en 2035, entre guillemets, il faut dire qu'on traite de tout, sauf de la question des ressources humaines. Après l'échec du DSCE, voilà la nouvelle trouvaille du gouvernement camerounais, la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. A-t-on pris la peine de mûrir ce projet avant de l'annoncer au public camerounais, comme ce fut le cas pour le DSCE? Vraiment, à lire ce document baptisé SND 30, le Camerounais lambda est appelé à se poser plusieurs questions, et notamment celle de savoir si c'est vraiment la croissance telle qu'on la présente qui est visée. La SND 30 ambitionne de procéder à la transformation structurelle de l'économie en opérant des changements fondamentaux dans les structures économiques et sociales afin de favoriser un développement endogène, inclusif tout en préservant les chances des générations futures. Le cap étant de faire du pays un nouveau pays industrialisé, un nouveau pays industrialisé où les efforts seront articulés autour de la stratégie d'industrialisation qui constitue dans le centre d'intérêt de la présente stratégie nationale. Voilà la présentation telle que fait, dont la somme ou le summum portera sur l'industrialisation du Cameroun. On va donc industrialiser le Cameroun avec quoi? Le document ne le précise pas. Quels sont les moyens mis en jeu pour cette industrialisation? Lorsqu'on a passé le temps à créer des éléphants blancs dans ce pays. À ce jour, nous avons combien de barrages prêts à desservir? À ce jour, est-ce que nous avons réussi à répartir en termes de consommation l'énergie entre les grandes entreprises productrices et les plus petites? Hélas, le SND 30 est la solution à tout, comme le DSCE. La stratégie nationale de développement 2030 recherche 1455 milliards de francs pour développer l'agro-industrie en 2030. Que sont devenus les différents programmes
les différents projets portant sur l'agro-industrie de 2010 à 2020, ceux qui devraient être implémentés, ont-ils seulement vu le jour? À Batoufam, les gens sont au sol, surtout envisagés au programme Agropole inscrit dans le DSCE. Faisons un tour des projets dans l'agro-industrie déjà financés entre 2000 et les années 2020. Ce programme était désormais mis pour permettre au Cameroun d'être émergent. L'agropole de riz de Galim, 2013, projet 1,2 milliard de francs CFA assorti d'usine de riz. 2020, par l'ombre d'une usine. Agropole d'ananas de Loé, dans le Mungo, 1,9 milliard assorti d'une usine de transformation d'ananas, à ce jour, par l'ombre d'une usine. Usine de poulet de Bomono, c'était en 2012. Impossibilité plus. 1 milliard décaissé par le gouvernement, parti dans le vent. L'usine de poulet de Bafang, l'usine n'existe plus. 500 millions de francs CFA remis par le gouvernement. L'usine est fermée après 3 semaines de fonctionnement. Usine de manioc de Sang-Melima, sans manioc. Le projet a coûté 2,5 milliards de francs CFA et est abandonné dans la broussaille. Usine de tracteurs de Bolova, 16 milliards de francs CFA. La suite, vous le savez. Usine de découpage de pommes, de terre de Babadjou, par l'ombre d'une usine. Les promoteurs roulent en 4x4, 1 milliard 800 millions injectés par le contribuable camerounais, à ce jour zéro. Usine de mangue de Ngaoundéré, plus d'1 milliard débloqué. Plus rien, jamais rien sur le terrain. Agropole de poulet de chair de Yabassi, dont la pose de la première pierre. 6 papins ont coûté 6 millions de francs CFA en 2014. La promotrice a récupéré ces 600 millions. On a organisé le traiteur après plus rien. Le DSCE a permis de financer quelques agropoles. Suivez mon regard. Malgré tout cela, malgré tout ceci, le pays importe pour près de 800 milliards de nourriture. Est-ce que la stratégie nationale de développement 2030 réussira là où le DSCE a échoué, ou c'est une autre façon de mettre encore sur pied des éléphants blancs? Point d'interrogation. En 2009, le DSCE annonçait pour 2020 la construction de 1000 km supplémentaires de voies ferrées, selon les standards internationaux. 10 ans après, en 2020, les rails ont plutôt disparu et il demande aux populations de tourner la page. Je ne parle pas de Citrafer où son DG est au champ. Pourquoi ne pas en faire une politique publique claire avec des indicateurs objectifs? Parcourez le SND 30 et vous m'en direz. Dites-moi comment comprendre que la mesure ou la mise en œuvre de la présente stratégie nationale de développement ne modifie pas la structure des ministères, aussi bien au plan du nombre que de leur structuration interne. De quelle croissance parle-t-on si la mécanique d'organisation reste administrative? Comment imaginer que la décentralisation accélérée avec la mise en place des régions n'occasionne pas une reconfiguration structurelle de ces gouffres à sous que sont les ministères? La stratégie nationale de développement 2030 tournera sur 3 cibles primordiales, à savoir la mise en place des conditions favorables à la croissance économique et l'accumulation de la richesse nationale. La deuxième cible, améliorer les conditions de vie des populations et leur accès aux services sociaux de base. La troisième cible a pour objectif d'améliorer la gouvernance pour renforcer la performance de l'action publique afin d'atteindre les objectifs de développement. À côté de cela, on a la NIF, la CONAC, le TCS. Qu'ont-ils produit? Point d'interrogation. Comment comprendre que ces stratégies nationales de développement aient manqué plusieurs points, notamment la place des ressources humaines, la question des inégalités, la préoccupation de la configuration structurelle et l'épineux problème de la question du suivi-évaluation. Quand est-ce que les outils institutionnels complémentaires seront disponibles? Je parle de la stratégie nationale de développement 2030 mise en place. La loi portant cadre général de la planification qui présentera l'articulation des différents outils de planification. Elle n'a pas encore vu le jour. Le Conseil national de planification et d'aménagement du territoire. Le Comité national de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la stratégie. Le plan de communication. Tout cela n'existe pas. Autre grosse incongruité. On parle d'une stratégie sur 10 ans, de 2020 à 2030. Les usines seront conçues quand? Avec quel temps? Rappelons-nous des barrages de Menvele et de Mekine. À l'horizon 2030, est-ce que cela existera? Pourtant, la stratégie présentée
prévoit entre autres plusieurs études, des études de faisabilité des plans, des études de programme, les projets phares, ainsi que les réformes préidentifiées. Ces exercices exigeront des efforts de budgétisation conséquents au cours des trois premières années de mise en œuvre de la stratégie. Là, nous serons rendus en 2023. Il restera 7 ans pour réaliser avec efficacité tous ces projets, et la gestion de ce temps, comme on connaît le Cameroun, nous amènera certainement vers Matousalem. Fait étrange, il est demandé à ceux qui ont exécuté les tâches de venir les évaluer, créant de fait un manque d'objectivité, de pertinence, mieux de crédibilité quant à la qualité de l'information. Savez-vous que le Conseil national de planification et d'aménagement du territoire présente déjà les symptômes de l'échec de par sa constitution? Et c'est là où je m'arrête. Le Conseil national de planification et d'aménagement du territoire, l'organe central sur lequel reposera la stratégie nationale de développement 2030, excusez-moi, c'est difficile à prononcer, est constitué. Les Camerounais comprennent-ils justement, est-ce que les Camerounais comprennent le français qui a été dit ce matin? Peut-être, on va le dire terre à terre. Est-ce que les Camerounais, lorsqu'on fait la colère, tentent d'ouvrir l'oreille pour comprendre le problème posé ou les problèmes posés? Charles Amemba, tu essaies justement ce matin de vous faire savoir qu'il y a eu ce qu'on a appelé le document de stratégie pour la croissance et l'emploi du Cameroun, qui a connu on a eu tout un ramdam autour, mais qui, il faut le dire, a échoué littéralement. Il y a eu également un document stratégique mis en place pour lutter contre la pauvreté. Aujourd'hui, on ne vous dit rien à vous Camerounais de ce qu'il en est de ce document aujourd'hui, et on sait qu'il y a un échec. Il y a eu bien avant le DSRP, document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Voilà. Avant le DSE. Voilà. Ça encore joué. Effectivement, tous ces documents mis en place qui sont des échecs aujourd'hui. Et on vient vous parler justement aujourd'hui de ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes au cœur même? Est-ce que en 10 années, on a tout ceci? En quoi est-ce que finalement le Cameroun a marché? Tout ce qu'on propose aux Camerounais, quand est-ce que ça marche? Est-ce que les Camerounais comprennent le fond? Parce qu'à un moment donné, on se dit, lorsqu'il y a colère, parce que ça nous met en colère sur le plateau, il faudrait que vous compreniez exactement ce vers quoi nous rimons. Et je vous renvoie à la question, Karim, parce que la colère est tellement forte qu'on se demande pourquoi l'État du Cameroun fait ça aux Camerounais. Je pose la question trivialement, pourquoi on fait ça aux Camerounais? Parce que les projets sont basés sur les détournements de fonds. Le but, c'est d'avoir un nombre important de fonds à se partager. Parce qu'il n'est pas question que dans un pays où on fait des projets à faire sur 10 ans, à la première phase, on commence à changer le nom. Vous n'avez pas encore fini la première phase, vous changez déjà le nom du projet pour faire la même chose en fait. Parce que finalement, le tout, c'est d'apporter de la croissance. Mais qu'est-ce que ça donne? Parce que le DSCE, le document de stratégie pour la croissance, a été adopté en 2009. Et la première phase allait quitter de 2010 à 2019. Le but était l'accélération de la croissance économique. Sauf que la deuxième phase allait être de 2020 à 2027 et le but c'était l'accession au statut de pays à revenus intermédiaires de la tranche haute. C'est-à-dire qu'on n'allait plus compter sur les vendeurs à la sauvette et autres, on allait plutôt compter sur l'agriculture, l'extraction des mines, la répartition moins inégalitaire des revenus. Ça allait faire que, avec les régionales par exemple, on allait avoir des moyens plus propices pour dispatcher les revenus dans chaque région. La troisième phase allait de 2028 à 2035 et le pays allait être industrialisé. Mais tel qu'on est parti, quand vous voyez le processus ou encore le chemin qu'on a pris, vous vous trouvez bien fermé lorsque vous voulez parler d'industrialisation parce que vous ne voyez aucun projet d'industrialisation qui est né. On a eu l'usine de poulet qui n'est pas née. On a eu Yabassi avec l'aquaculture qui n'est pas née. Jusqu'aujourd'hui, c'est les individuels et les privés qui lancent ces projets à se poser encore la question sur le financement.
il faut comprendre que de manière progressive, on allait avoir quitté de 20 à 30% sur la part de l'investissement public dans les dépenses totales de l'État à 2020. Donc, en cette année, l'État allait quand même réduire, on allait réduire 30% sur l'investissement public de l'État pour allouer à ces différents projets prévus par le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Et il fallait affecter les ressources de manière massive aux grands projets d'investissement public afin de trancher le saupoudrage généralisé des investissements. C'est-à-dire que quand on fait un investissement, les gens réussissent quand même à grignoter un peu et ça ne donne pas finalement ce qu'il faut donner. On a par exemple l'usine de fabrication de voitures de Kribi qui n'est jamais née justement parce qu'on fait des projets mais on n'a pas suffisamment prévu comment est-ce qu'il sera réalisé, où est-ce qu'on va prendre les intrants, comment est-ce qu'il sera financé. Le gouvernement demande les Camerounais. Bien sûr. Hein? Donc c'est la position du gouvernement aujourd'hui. Au vu de l'échec de tous ces projets, notamment est-ce que vous savez qu'il fallait réduire la pauvreté de moitié à l'horizon 2015 et on est en 2020? Ça, c'est le DSE. De quelle pauvreté parlez-vous? Non, il y avait pauvreté rurale et pauvreté urbaine. Sauf qu'ils nous disent aujourd'hui que la pauvreté urbaine a réduite, mais la pauvreté rurale a augmenté. Comment on explique que ceux qui vivent au village sont devenus plus pauvres et ceux qui vivent en ville deviennent de plus en plus riches? Maintenant, il faut voir, quand vous êtes vous-même dans la société, comment est-ce que vous observez ce qui se passe. L'échec, selon le ministre de l'économie, de la planification et de la mise en œuvre du territoire... Parce qu'il est oui, attendu sur cette il nous dossier. a expliqué... C'est lui qui nous parle du SND aujourd'hui. Hein, oui, il nous dit que l'échec du DSE est sujet notamment à la crise, à la guerre contre Boko Haram, à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, à la chute du prix du pétrole et aux exactions des rebelles Séléka à l'est. Gouverner, c'est prévoir. Voilà comment est-ce qu'on explique. Et pourtant, on sait très bien qu'après la première phase, il était question d'atteindre 5,5% du taux de croissance moyenne selon la planification. Sauf qu'aujourd'hui, on est à 4,5%. On n'a pas atteint 5,5%. Comment est-ce qu'on va faire pour les 10 prochaines années qui arrivent? Parce que le prochain projet, ça commence en 2020 et ça doit terminer jusqu'en 2028. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'on va planifier? Parce que lorsque vous entendez parler du recul de la pauvreté en zone urbaine et en zone rurale, comment on va faire pour accentuer les productions dans les zones rurales et afin que les gens ne soient plus pauvres? De façon factuelle, la position du gouvernement aujourd'hui, c'est de relancer une nouvelle machine, une nouvelle escroquerie nationale, si on va le dire ainsi, avec le SND qui est mis en place. On va vous dire que vous êtes peut-être trop méchant de dire ce qui ne marche pas. Le DSE n'a pas marché et on se demande pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui. Trop d'échecs quand même, et on parlerait, déjà tout à l'heure parlait d'éléphants blancs, avec ces nombreuses entreprises qui ont été initiées par l'État du Cameroun et qui n'ont pas vu le jour aujourd'hui. On va en parler, mesdames et messieurs, avec vous tout à l'heure. On tentera également, en compagnie de Dominique Audrey, justement, de comprendre aujourd'hui quel est le bilan réel de ce DSE. On va également toucher pourquoi l'échec de ce document de stratégie de réduction de la pauvreté a-t-il échoué. D'ailleurs, précurseur de ce DSE, qu'est-ce qui a expliqué tous ces manquements pour les Camerounais aujourd'hui? Le Cameroun vous appartient s'il ou pas? On en reparle. Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Merci, Charles Hamel, Bonbon Bengan et Karine. C'est vrai, les débats se poursuivent hors antenne également. Nous vous disons merci de comprendre en même temps les réalités sociétales africaines aujourd'hui, les traditions qui continuent bien évidemment de faire débat. Tout à l'heure, vous nous laisserez, on vous lira, autant pour moi, on lira les commentaires, vos réactions et vos propositions de solutions que vous avez laissées sur les plateformes bien connues. 10-12 le Zénith sur Facebook, Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live et au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous nous posons une question évidente tout à l'heure sur l'échec non seulement du DSE et la politique mise en place aujourd'hui par l'État du Cameroun concernant la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. On est passé du développement du Cameroun à 2035 pour revenir à 2030. Qu'est-ce qui peut expliquer effectivement cet état ou ce fait aujourd'hui? Que nous dit le ministère de l'économie, de la planification et l'aménagement
l'aménagement du territoire, les Camerounais comprennent-ils justement l'objectif, la trajectoire, l'orientation donnée par le gouvernement camerounais aujourd'hui, 10 ans après, toutes les implémentations nées autour du DSE, s'il y a eu des échecs, qu'est-ce qui peut expliquer effectivement aujourd'hui que l'on revienne avec le SND? Que nous dit le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire? Que nous dit le premier ministre, chef du gouvernement, Chief Joseph Diongouté? Qu'est-ce qu'on fait en même temps pour parler réellement d'une industrialisation au Cameroun, des sujets qui nous interpellent? Et Dominique Audrey, nous on a quand même souhaité comprendre avec vous, est-ce que vous avez au moins une idée réelle sur l'échec aujourd'hui ou le bilan que l'on peut faire de l'échec du DSE? Quand on allait à l'école, il y avait des classes qui ne réussissaient pas à l'examen et généralement on mettait néant. C'était pour dire que tout a échoué. Donc ça, le nouveau là, c'est un avortement qui sera spontané. Je vous rassure. Ma classe avait suivi ça aussi. Voilà. Vous avez rétrogradé. Vous étiez néant. Non, on n'a pas rétrogradé. Nous, on a tenté au moins 4 fois. C'est un avortement spontané qui est en prévision. Commençons en 2003 avec le DSRP. L'objectif avec ça, c'était que à l'horizon 2035, qu'il n'y ait plus de Cameroun. À l'horizon 2035 avec le DSRP. Oui, qu'à l'horizon 2035, qu'on n'ait plus de Camerounais pauvres, ou du moins que sur 10 Camerounais, il n'y ait qu'un seul qui soit pauvre. Avec à la clé l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'éducation, à la santé, mais surtout les infrastructures. Malheureusement, ils se sont axés sur un secteur qui devait être productif. Le secteur productif qui aujourd'hui, malgré toutes les étapes qu'on a pu avoir, malgré tous les projets, est toujours boiteux. Ils nous ont dit qu'on devait approvisionner l'industrie au Cameroun, on devait accroître les exportations même et diminuer progressivement les importations. Tandan, en 2009, on se retrouve avec le DSCE. Ce fameux DSCE, entendez, le document stratégique de croissance de l'emploi, et de l'emploi, voilà, au Cameroun, devait être en adéquation avec la demande de l'emploi. Est-ce que vous savez que lorsque notre cher et tendre gouvernement a mis sa c'était qu'on devait avoir des emplois au point où c'est chacun qui devait choisir ce qu'il devait faire comme métier. Donc je devais avoir le choix entre soit faire la moto ou bien aller travailler. C'est un emploi, faire la moto? Il y a quelqu'un qui a défendu ça. Hein, que c'est un emploi? Que vraiment sa famille et lui et tout ça, vraiment c'est la moto. Donc c'est un emploi. Donc on devait pouvoir choisir. Et donc, les emplois, on a pu mettre ça dans la tête des Camerounais que oui, avoir faire de la moto c'est un emploi. Et ils le défendent de mordicus. Très bien. Donc on devait avoir le choix parmi donc, les emplois. vos pieds en roule là, c'est ça. Oui, c'est bon. D'autres meurent même écrasés. Okay. C'est un emploi. C'est un emploi. Oui. Donc on devait avoir le choix de choisir. On devait choisir ce qu'on devait faire comme emploi parce que le DSC avec tout ce on avait prévu pour ça, ça devait marcher. Le Cameroun devait exploser. On devait voir aussi l'explosion des PME et des PMI. Et à travers ça, on devait faciliter les procédures. On devait faciliter pour ceux qui n'avaient pas de financement, leur permettre d'avoir l'accession à certains prêts et tout ça. Mais je me souviens qu'il y a quelques temps, je crois l'année dernière, en 2019, vers la fin du projet, il y a quelqu'un qui voulait ouvrir une usine de chaussures ici, je crois, c'était Sawa. Oui, Sawa, oui. Où est-ce que ça se trouve? En Éthiopie. En Éthiopie, aux grandes dames du Cameroun qui étaient censées accompagner les PME. À côté de ça, on nous a dit qu'il devait avoir des programmes spécifiques pour les femmes, les handicapés, les pauvres et également les minorités autochtones, on dit quoi? Les minorités autochtones, oui, voilà, les minorités autochtones. Lorsque vous regardez notre pays depuis de 2009 à 2020, qu'est-ce que vous avez vu? Soit 11 ans. Oui, soit 11 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le DSCE a fait pour les minorités? Est-ce que les minorités comprennent ce que c'est que le DSE? Non, justement. Est-ce que les minorités savent même ce qu'on appelle le DSE? C'est un peu comme le mot que Mbombo nous a sorti ici et qu'on n'a pas compris. On sait juste que... Le pantouflisme administratif. Voilà, il a sorti un truc comme ça et ils ne comprennent rien parce qu'ils ne se sentent pas intégrés. Parmi ces mesures-là, on devait pouvoir retrouver une solution, des projets, des programmes
pour les personnes défavorisées. Qu'en font les handicapés aujourd'hui dans notre société pour s'en sortir? Lorsqu'on fait le round-up, ou bien qu'on va dans des ministères, ou bien dans certaines administrations, combien de personnes à mobilité réduite sont intégrées, sont acceptées? Comment est-ce qu'elles sont accompagnées, ces personnes-là? Combien de femmes sont intégrées, prises... Apparemment, c'est la journée des personnes handicapées. Aujourd'hui? Voilà, nous sommes, par exemple, nous sommes le 3 décembre. Le 3 décembre. Oui. Donc, à ce niveau-là, le DSE était un échec. On devait axer également, l'industrie textile devait exploser. Aujourd'hui, il y a des débats sur le textile camerounais parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui est camerounais, qu'est-ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on a les Chinois qui nous fabriquent le ndop en 1000 francs le mètre. On nous fait ça en kilos. Tout ça est mélangé. Où est SICAM? Où est l'accompagnement de toutes ces sociétés, de toutes ces structures? On ne voit pas. On a coupé l'énergie ainsi comme pour un pays. Par exemple, plus de 14 jours Je vous en prie. Arrêtez de nous faire les charades. Le gouvernement n'arrive pas à payer ses factures. Si Camille peut payer, le DSCE nous a dit que avec ça, on devait observer un rajeunissement du personnel au niveau de la fonction publique. Je ne sais pas si le FNE fait aussi partie de... Ce sont les fonctionnaires, non? C'est parapublic, pas vraiment. On y a versé quelques fonctionnaires, mais bon, maintenant, si on regarde dans la tête de cette institution, on se demande, en 10 ans, pourquoi personne n'a pu prendre la place du monsieur qui est là depuis... 90 à 2010, c'est pas 10 ans. Non, avec le DSE. Je veux dire que durant la période du DSE, pourquoi on n'a pas envoyé de jeunes là-bas, à la tête de cette institution? Non, il est plus jeune que Niat quand même. Ok. Donc maintenant, à côté de ça, oui, on devait promouvoir les hangars pour les marchés périodiques. Aujourd'hui, nos marchés périodiques se font en plein milieu de la route. Il n'y a pas d'accompagnement. On nous a parlé des importations. Aujourd'hui, le Cameroun importe le poisson. On importe de l'huile rouge. Pourtant, si vous allez dans la localité de l'huile rouge du Gabon. Du Gabon. Lorsque vous allez du côté vers Mbalmayo, là-bas à Ekali, il y a plein de petits producteurs de poissons. Où est-ce que ce DSCE, on se demande où sont passés les budgets? Parce que si on fait même un bilan, on doit pouvoir voir que, ok, en 10 ans, on n'a pas pu atteindre ce qu'ils nous ont annoncé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que Nord, on continue de n'avoir pas de l'eau. Allez en Gambétika voir l'hôpital, du moins, ce qui fait office d'hôpital là-bas. J'ai envie de poser une question, que j'ai envie puisque je la pose en même temps. Nous sortons des élections présidentielles de 2018. Il y a eu des projets de campagne, si vous voulez, des projets politiques proposés par des campagnes, par des candidats, et des programmes politiques, des programmes politiques proposés par des candidats. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que même pas un seul Camerounais n'a osé demander à Paul Biya et son gouvernement, Monsieur le Président de la République, vous qui êtes candidat d'ailleurs, il n'a fait aucune conférence de presse, il faut le dire, vous qui êtes candidat à la présidentielle de 2018, pour pouvoir briguer un nouveau mandat de 7 ans, qu'est-ce que vous avez fait du DSCE? Bonbon Bengan Kandji, est-ce qu'aujourd'hui, réellement parlant, de l'échec du DSCE, de la nouvelle naissance du SDN 30, aujourd'hui, c'est quoi? C'est SND. Du SND 30. Voilà, SND 30 justement. Est-ce que les Camerounais aujourd'hui ne peuvent pas se lever véritablement, dire au gouvernement camerounais, réellement vous êtes des menteurs, des voleurs parce que vous ne faites rien pour pouvoir rassurer les Camerounais quant à vos nombreux projets aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche les Camerounais de s'exprimer pareillement? Non, parce qu'ils connaissent la réponse. Ce sera laquelle? La réponse c'est que ce que le renouveau pouvait faire, il a fait. Ce qui reste à faire, il ne peut plus faire. Le Cameroun connaît ça. Donc, on pose la question, mais on ne pose pas de questions, les réponses. Donc, quand vous demandez aux Camerounais de poser la question, alors que quand la réponse, c'est leur demander de poser la réponse. Comment ils vont poser la réponse? Est-ce qu'on propose un projet même qu'on le DSE? Non, le Cameroun sait, les Camerounais savent, y compris ceux du Sérail, que ça nous a dépassé. Ou alors ça a dépassé le gouvernement. C'est le gouvernement qui est le bras armé de l'État. Il doit apporter des solutions aux problèmes des citoyens. Il ne peut pas. Ça, c'est connu. Moi, je n'ai pas fait l'école comme Dominique Audrey, mais je vais vous prendre des clichés pour qu'on comprenne. Très bien. Le premier cliché, c'est quelqu'un qui est allé à l'école comme vous et qui dirige le patronat camerounais.
Tawamba, Célestin, lors de la 10e édition du Cameroun Business Forum, qui s'est tenu ici à Douala le lundi 18 mars 2019, il a dit exactement ceci. Pour montrer, parce que Charles Amel a dit pourquoi ça a échoué. Vous avez posé la question aussi. Je le cite. Le taux d'investissement est projeté dans le DSCE à 23% en 2020, puis 30% en 2025. Or, il stagne depuis 2015 autour de 22%. Le Cameroun a donc du mal à attirer les investisseurs privés. Pour rattraper le retard et retrouver 2035 comme prévu, il va falloir gagner 7 points de PIB à l'horizon 2025, soit en moyenne 600 milliards de francs CFA d'investissement supplémentaires chaque année par rapport à l'année précédente, donc par rapport à 2015. Il s'agit donc de passer de 4800 milliards de francs CFA actuels en 2019 où il était actuel à une moyenne de 7000 milliards sur les 7 prochaines années. Fin de citation. Donc, il n'a pas pu. Et ce qu'il n'a pas dit et qui transparaissait dans son discours, c'est quoi? Quand il dit que le Cameroun ne peut pas mobiliser l'investissement privé, et qu'il n'a pas dit, qui paraît, c'est quoi? Le président de la République lui-même a organisé un forum Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Personne n'est venu. Or, on lui a fait des propositions là, séance tenante, notamment avec un certain Paul Fokam Kamoni. Et là aussi, je vous reproche, vous, de la presse camerounaise. Paul Fokam Kamoni a dit, Monsieur le Président de la République, nous ne voulons pas des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Nous les voulons avec le Nigeria, qui, depuis 2013, est le premier partenaire en produits manufacturés au Cameroun. 2 Nigérians sont venus renchérir, Tony et Lumelu et Dangote. Ils ont dit au chef de l'État, Monsieur le Président, nous voulons investir au Cameroun, mais donnez-nous l'opportunité de le faire avec nos frères camerounais. Une coopération sud-sud. Je n'en sais rien, moi je n'ai pas fait l'école comme vous là-bas. Je reprends le moment. Voilà les 3, je ne prends que ces 3 magnats de l'économie africaine. Il parle au chef de l'État qui veut les investisseurs, lui dit voilà comment nous pouvons faire, il ne les écoute pas. Il va écouter Borozo et tout ce que vous voulez. C'est pour faire quoi? C'est pour revenir donc à la politique de tâtonnement. Là aussi, je vous donne quelques clichés. 1990, le chef de l'État crée par décret l'Office national de la zone franche industrielle. Il est question de créer des entreprises qui sont vouées à l'exportation. Et je pense même que leur zone géographique avait déterminé, donc de Bonabéry jusqu'à tout le sud-ouest, le Cameroun allait avoir des industries qui fabriquaient des choses pour l'exportation uniquement. Il y a l'ancien directeur de cette zone franche avait d'ailleurs été nommé ministre à un moment, M. Michael Tomdio. Bon, je ne sais pas où il se trouve aujourd'hui. 1995, 2 choses se passent. Jeudi, le 1er juin, le chef de l'État fait un discours, il annonce le bout du tunnel. Le lendemain, vendredi 2 juin, on ferme la sortie. Mais le bout du tunnel, c'était quoi? On sortait ou on entrait? Je n'en sais rien. Décembre 1995, un opérateur économique, Onobiono, ouvre, alors fait inaugurer le gouvernement son champ de tabac à Bokito. Le chef de l'État refuse de venir. Le Premier ministre refuse de venir. C'est le ministre de l'administration territoriale qui les représente. Là où la BAD a fait un certain nombre de choses. Donc, le gouvernement sabote la politique, l'investissement d'un industriel camerounais. Et vous comprenez ça comment? Est-ce que c'est pas à cause du mapartisme? Je ne sais pas à cause de quoi ou pas, mais il l'a saboté. Nous sommes en 2020. Il y a un jeune Camerounais qui pense qu'il peut faire des produits. Je parle de néo-industrie. Aujourd'hui, il me semble que le Cameroun, le gouvernement camerounais a piégé ce jeune homme d'affaires. On veut lui faire la même chose qu'Onobiono. C'est-à-dire que
vous ne soyez pas surpris que ce qui est arrivé à Citabac et tout le groupe, parce que dans les, comment je veux dire ça, dans les prévisions, parce qu'à ce moment-là, on parlait des plans d'exploitation prévisionnels et tout, le mot de business plan n'était pas encore intégré dans votre vocabulaire, c'est ce que j'entendais parler. Il était question de faire du Cameroun deuxième pays producteur de tabac après le Zimbabwe. Et en plus, le Zimbabwe connaissait avoir des problèmes de terre avec mon camarade Bob et les Britanniques. Donc, mais on casse. Qu'est-ce qui va se passer avec Neo Industries? Donc, je peux poser la question autrement. On attend même les États-Unis, avec Neo Industries aujourd'hui, même les États-Unis qui sont un pays ultra libéral, quand vous, Ngachu Numba, vous avez votre entreprise, vous employez les Américains et que on imagine que vous pouvez être en banqueroute, l'État américain vous donne l'argent et vous encadre. Or, vous êtes privé. Dans notre pays, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, je pense ces clichés-là pour vous dire que parler de politique d'industrialisation, c'est faux. Et c'est faux, ça n'ira nulle part parce qu'on a confié l'énergie camerounaise entre les mains des privés, qui plus est des privés étrangers. Ils ont les retours d'investissement. Quand ils vont vous dire, ah, nous, on a mis 10 francs à la Sonnelle, on veut recruter 100 francs, vous étiez d'accord. Mais pourquoi vous nous empêchez de... À l'UQAM a subi ces mêmes choses. Rio Tinto Alcan est parti. Donc, laissons ces choses, c'est le truc de tâtonnement et tout le monde sait que même ça, votre quoi vous avez le DSE, le SND, votre SN2 2020 va échouer. Voilà. Est-ce que Charles Lamel nous amène dans des choses qui vont... Oui, ça nous fait réfléchir, c'est même l'énergie à la limite pratiquement parce que Charles Lamel, vous réussissez toujours à mettre les Camerounais en colère avec vos sujets. C'est vrai, c'est la colère, mais à un moment donné, au sorti de l'émission, nous entrons ici très joyeux et nous ressortons toujours en colère parce que ces sujets de colère nous mettent véritablement en colère. L'objectif en fait pour nous Camerounais, c'est de vous dire, madame, messieurs, que vous devez connaître la vérité. Et comme disent les chrétiens, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils appuient. La foi sans œuvre est vaine. Donc il faut laisser l'action. Voilà. Donc même Jésus, c'est pas Jésus qui fait une assemblée des anges. L'action pour les Camerounais, pour qu'on puisse ensemble délivrer le Cameroun de tout ce qui l'empêche de grandir aujourd'hui. Alors, Charles Lamel Bachou, vraiment peut-être pour en sortir, est-ce que c'est pas de l'enfumage qu'on nous sert au quotidien? Ça dépend. Il y a l'enfumage pour chasser le rat, il y a l'enfumage pour avoir le charbon, ça dépend. Non, mais non, est-ce qu'on n'enfume pas les Camerounais avec ce nombreux documents, avec ce nombreux projets? Et bon, tout à l'heure, peut-être pour finir, faisait le lien avec Neo Industries, dont on tensera aujourd'hui d'éléphants blancs, parce qu'on estime que Neo Industries manque de matières premières pour pouvoir transformer véritablement le cacao. Donc c'est dans cette usine aujourd'hui. Non, votre terme les femmes blancs là, parce qu'on pouvait dire que nos bions a été... Non, c'est pas je n'aime pas. Il faut dire les choses comme elles sont. Pas. Les gouvernements camerounais ne veulent pas qu'il y ait des opérateurs économiques dans son pays. C'est tout. Merci beaucoup. Donc, un exemple. On a inauguré en grande pompe aux alentours de Rhône-Paulin une structure pharmaceutique où on devait fabriquer les médicaments. Génériques, oui, les génériques. Voilà. À quel niveau? Merci beaucoup. Je vous pose la question, ça rentre pour les femme à quel niveau? Vous savez combien on a inauguré cela? Mais attendez, vous ne parlez que de ça, pourtant on a la pose de la première pierre d'un poulailler à Bomono. Oui. Voilà. 600 millions de francs pour 6 parpaings. Voilà, c'est au Cameroun. Un traiteur de presque 15 millions, monsieur Michel. Traiteur de 15 millions. Des vins de près de 10 millions. Et même pas des chapiteaux climatisés. Non, il faut voir que ça. Mais le Cameroun est bien à vivre. Tout le monde vit bien. Monsieur Michel, nous sommes en 2020 lorsqu'on est sur pied la SND 30. Stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. En 10 ans, on a conçu le barrage de Menvola avec plusieurs avenants. Mais plusieurs avenants à 10 ans. Le stade. Vous croyez que les délais 10 ans. Le stade. Qui va même terminer. En 10 ans, monsieur Michel Gachou, vous allez atteindre cela. Vous voulez rêver. Première chose. On est en 2020. Donc, et c'est l'horizon 2030. Quand tu mets le doigt dans l'œil, c'est ça? On aura encore 5 ans pour être... Voilà.
il y a 4 points importants qui ne sont... J'ai pris la peine de lire déjà. Premièrement, quand on met sur pied par un document, je m'attendais à ce que les élus de la nation cherchent à prendre la version PDF, c'est-à-dire numérique, pour pouvoir lire ce que prévoit le document de la stratégie nationale de développement 2030. Il y a 4 points. La place des ressources humaines, M. Michel Gatchou. On n'a pas développé la question. Au Cameroun, tout projet ne prend jamais compte du facteur ressources humaines. Je vais vous étonner tout à l'heure. La question des inégalités. En 10 ans, les inégalités se sont extrêmement creusées au Cameroun. Souffrez que je parle trivialement. Les plus pauvres sont devenus encore plus pauvres, M. Michel Gatchou. Et les riches sont devenus encore plus riches. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est un échec lamentable. La deuxième chose, c'est la préoccupation de la configuration structurelle et la question du temps de la mise en place. La question du temps. M. Michel Gatchou, on n'a pas encore mis sur pied la loi portant cadre général de la planification qui présentera l'articulation des différents outils de planification. Le Conseil national de planification et d'aménagement du territoire n'est pas encore mis en place. Le Comité national de suivi d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie pas en place. Et le plan de communication, on est en 2020. Vous savez qu'ici au Cameroun, le Conseil national là, peut voir même le jour dans 2 ans. Ou dans 3 ans, parce qu'on a le temps du président, M. Michel Gatchou. Et si on a prévu un décret d'application, quelque part, ce sera mauvais encore. Autre chose, M. Michel Gatchou. On a présenté, c'est une très grosse incongruité. On a 10 ans, mais on n'a pas encore les études de faisabilité des plans, des programmes, les projets phares, qui devront être des projets phares ou projets prioritaires, ainsi que les réformes préidentifiées. Parce que dans chaque chose, il faut procéder à une réforme. Les pré-réformes devaient être mises en place parce qu'on entre, on dit, dans une forme de décentralisation accélérée. Monsieur Michel Gatchou, savez-vous que l'évaluation à fin de parcours du DSCE confirme, contrairement aux prévisions, que les inégalités se sont davantage creusées et le feront avec le SND, puisqu'ils ont dit qu'ils vont réduire la pauvreté. Effectivement. Dominique Osier vous a présenté tout à l'heure le plan, le DSRP. Le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Bien. 2003. 2013, on a réduit la pauvreté, M. Michel Gatchou. 10 ans. Pour venir réinsérer encore la réduction de la question des... Vous vous rendez compte que la pauvreté que les gars bagarrent, c'est pas notre pauvreté, c'est la pauvreté. Je vous dis pourquoi ce document, cette terminologie a été adoptée en 2003. En 2002, la conférence des Nations Unies pour le développement, que nous CNUCED comme ils appellent, ils avaient planifié comme étant les pays les moins avancés échapper aux pièges de la pauvreté. Il y avait quelques qu'on voulait donner. Et que chaque pays devait donc élaborer. Voilà, pour Or, le même 2002, le 20% de la population mondiale accaparait 80% des richesses du monde et possédait 80% des voitures du monde entier et consommait 60% de l'énergie totale utilisée. 20% seulement. Voilà, 20% de la population, mondiale. Donc tout à fait. Et pour la CNUCED, il fallait donc amener. Et le Cameroun qui lorgnait, comme toujours, là où est-ce qu'il y a un guichet qui est ouvert là, on a sorti ce développement dans des études. Voilà. Donc en fait, c'est pour se faire les poches, voilà, quand l'argent arrive. Et pire, la constitution du Conseil national de planification et d'aménagement du territoire, dans ce SND 30, présente les mêmes symptômes de l'échec. C'est purement bureaucratique administratif. Il est conçu de tous les ministres, d'un comité regroupant tous les secrétaires généraux, ça c'est un comité, et d'un comité regroupant tous les secrétaires sectoriels dédiés aux stratégies sectorielles. Monsieur Michel, savez-vous que sur 37 ministères, avec portefeuille, seuls 8 ont des directions des ressources humaines et 29 ont la fonction RH, c'est-à-dire ressources humaines, noyées dans la direction, dans ce qu'on appelle la direction des affaires générales. Vous pouvez vous imaginer qu'un pays comme le Cameroun puisse se retrouver avec ce type de choses. Savez-vous que sur 16 personnes qui portent la fonction dans les ministères de responsables des RH, il n'y a que 2 qui ont le profil correspondant aux exigences? C'est vous dire que c'est encore et purement administratif. Jusqu'à ce jour, on n'a pas de technicien. Mais la preuve, la Sonatel est dirigée par un
un administrateur civil. Les vrais techniciens de transport de l'énergie électrique, ils sont permettez-moi de chuter. En 2009, dans le DSE pour le Cameroun émergent en 2035, la première phrase qui allait de 2009 à 2020 avait comme objectif créer 17 000 logements sociaux. On va dire. Sur 17 000, permettez-moi que je Non, non, sur 17 000 logements sociaux, on en a fait que, vous savez, je ne me suis même pas exprimé. Hein. Non, non, on va lire les téléspectateurs. Nous sommes à 11h passé de 27 minutes, cher la même Mathieu. Ok. Merci beaucoup. On va lire les téléspectateurs qui s'expriment également sur la question et qui vont donner leur point de vue sur tout ce qui a été dit depuis ce matin ici. Est-ce que... Waouh, comment est-ce qu'on commence avec les messages là? Problème du jour, l'histoire du jour. Cette fille a besoin d'un suivi spirituel, sinon elle passera son temps à tourner en rond et à se faire abuser par les hommes. Ces hommes ne viennent pas forcément avec les mauvaises intentions, mais après avoir été avec elle, ce masque refait surface et éloigne ce garçon d'elle. Elle est victime d'un esprit de rejet. Qu'elle parte voir un pasteur pour se faire délivrer ou me rencontrer, car elle vit la vie d'une autre personne. Franck depuis Bonapriso. Le sucre de Jésus. Il est guérisseur, il est soignant. Non, c'est le sucre de Jésus. Ah, il est pasteur, ah d'accord. Certainement. Son nom, c'est sucre de Jésus. De Jésus. Le nom de qui? De ce pasteur? Franck de Bonapriso. Sucre de Jésus. Le sucre de Jésus. Ok. Concernant l'histoire du jour, M. Charles a expliqué. Les explications de Charles Hamel font froid dans le dos. Petit, je suis également victime de ça. En tout cas, merci. Claudia Yankep. Un autre message. Alors, bonjour à vous. Mes enfants sont âgés de 7, 5 et 4 mois. J'ai toujours leur nombril. Que faire? Enterrer moi-même ou continuer d'attendre que leur père le fasse? Oui. Oui, 7 ans, 5 ans et 4 mois. Non, mais il y a scellé Est-ce le qu'on papa. enterre ça là où on loue, ou bien ça se fait au village, ou bien... Parce que c'est une question... Ça s'est fait au village. Dans le littoral, on écrase, on mélange à l'huile de palmiste. On oint l'enfant sur les doigts, là, notamment, une partie des abations, on oint l'enfant avec. Ailleurs, on enterre, ça dépend d'où elle vient. Ça dépend Est-ce de qu'elle l'ère doit le faire, culturelle, l'ère culturelle dans laquelle elle sort. Un autre message. Quelqu'un peut-il expliquer ceci? Le Premier ministre... Oh, il faut des messages qui ont trait vraiment à ce dont nous avons parlé ici. En passant, les bœufs importés, là, le projet était à quel niveau? Ou bien ça ne me regarde pas? Nos messages. Zéro stratégie de management au Cameroun. Ce pays a besoin d'une transcendance. Le gouvernement de menteurs. Il faut laisser les philosophes et les techniciens de la société en œuvre. Voilà. Un autre message. Le plan quinquennal est vraiment impérativement nécessaire au pays actuellement. Mais je me suis tout de même posé la question. Entre le DSE qui est parti de 2009 à 2020, on a eu le plan triennal de 2015 à 2017. Ce n'était pas un chevauchement, c'est venu à côté. C'était le tâtonnement. Le Cameroun a tellement de Parce Ça, que- c'est le tâtonnement. Merci Karim. L'humain n'est au centre de rien dans le régime de Paul Biya. Le seul programme politique du RDPC, c'est de se maintenir au pouvoir. Si on éradiquait la corruption et instaurait une justice au Cameroun, on n'aurait besoin d'aucun projet. Le pays se développerait tout seul, de façon mécanique, 100 fois plus vite qu'il ne le fait actuellement. Dans le Larousse, à côté de la définition échec, il y a... on va pas utiliser les termes comme ça. J'ai plusieurs frères qui ont été obligés de changer leur nom pour qu'ils retrouvent la santé. Par rapport à l'histoire du jour, Oui, tout à On fait. change les noms. Et non, Oui. 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 L'enfant qui n'accepte pas La- le nom. Non, non, je veux dire que Charles Hamel l'a expliqué. Quand Comment on ça donne se le fait? nom, ce n'est pas un Au phénomène hasard. commun, c'est pas au hasard. On dit, on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Quand un enfant naît après les catastrophes dans la famille, quand un enfant naît après les périodes de joie, quand un enfant naît après, tout ça, ça a une signification. je veux savoir- Et quand vous dites que cet enfant, je veux le donner le nom de ma grand-mère, pourquoi vous lui donnez le nom de votre Je grand-mère? voudrais Qui savoir, était bon, votre grand-mère? Bon, Michel, la même la question, je vous la renvoie tous les deux. Si nous savons que dans une famille, il y a eu un membre de la famille qui a eu, d'ailleurs, cela m'a pris un exemple avec une grand-mère qui n'aimait pas les soutiens, qui n'aimait pas les slips, qui avait un comportement très compliqué, et que
il y a de l'honneur à faire à cette dernière. Vous vous dites, bon d'accord, je vais lui faire cet honneur. Est-ce que vous ne pouvez pas, vous parents, avoir un rituel pour épargner l'enfant du mauvais caractère, du mauvais comportement qu'avait celle-ci sur l'enfant? Je réponds. Monsieur Michel Ngachou, quand un enfant naît aujourd'hui et qu'on décide de lui donner une valeur symbolique dans la société où on va inviter les gens, vous appelez ça quoi chez vous? En termes, non, le baptême. Vous allez le baptiser, non? Oui. À l'église. Vous partez, tu t'appelles, on demande le nom, présent le carnet, tu t'appelles Janvier, à partir de ce jour, tu es Pierre, et sur cette pierre, je baptise. C'est comme ça qu'on baptise sur le catholique. On change pendant le baptême le nom de l'enfant, ce qui n'est même pas immédiatement changé sur l'acte de naissance. Ah oui, on change, si vous ne le savez pas, on change. Le nom lui donne un nouveau nom parce qu'il naît de nouveau. Or, avez-vous déjà assisté à un baptême bantou? Le baptême traditionnel. Si. Il y en a? Ah bon? Avez-vous déjà pratiqué le baptême? Il faut avouer son ignorance. Comment Est-ce ça qu'il y en a se sur la Il même bateau? existe. Mais il y en a, en bas, ça on appelle ma pamaya. On l'appelle. On fait dans l'eau. Il y a le baptême venez traditionnel, il faut venir voir. Il y a le baptême traditionnel où on part. C'est pendant ce baptême traditionnel, et j'ai eu l'occasion d'assister plusieurs fois Bombok à travers ces différents, comment on va dire, pratiques de baptême traditionnel. C'est en ce moment qu'on dit à l'enfant, voici ta mission. Tu es venu, nous t'accueillons, nous t'avons reçu, nous te donnons tel nom. Voilà ta mission. Oui, on vous écoute, monsieur. Je vous dis que c'est ce qui se passe. Non, je demande si c'est toujours avec de l'eau. Vous êtes toujours à la fin. On est en train d'expliquer, vous vous amenez à la fin. Si je vous dis Ce que sont vous avez des la tête. paroles, des paroles. Je vous Mon sais, vous enfant, donne des tu paroles. On donne à l'enfant sa mission. Et il y a un ensemble de signes et de signaux qu'on fait sur l'enfant pour dire à l'enfant, va. Il y en a beaucoup qui ont goûté. Chez nous, c'est la science. On n'y a pas de spéculation. On sait que cet enfant qui est né, voici l'âme de Dieu qui sommeille en lui. Et c'est cette âme de Dieu qu'on va faire éclore, qu'on va encadrer. Il y a le téléspectateur qui nous dit, Michel Ngachou, ne vous laissez pas entraîner. Voilà, il y a le sucre. Consommer le sucre, c'est un véritable Richard Lamel. Monsieur Qu'il consomme le sucre de Jésus, je suis Monsieur Michel Ngachou, Bamba vous a dit qu'il y a un temps pour donner le nom à l'enfant mâle et un temps pour donner le nom à l'enfant femelle. Entre-temps, il y a un ensemble de choses. Je suis content qu'un téléspectateur dit que vous ne vous laissez pas entraîner là. Non, c'est la vie du téléspectateur. Je suis content qu'ils le disent. Cela prouve à suffisance. Cela prouve à suffisance qu'il s'enfonce dans son obscurantisme et qu'il voit le mur qui bande son esprit. Karine a un message pour nous rapidement. Et on passe à la L'humain n'est plus au centre de ce pays, sauf la gloire personnelle et égoïste. Tous les Camerounais sont complices de ces malheurs et injustices. Alors, notre message, est-ce que le RDPC avait un projet lors des campagnes? Ils ont fait un copier-coller du livre du président, tout simplement. Et qui est le président? Les collègues de Charles Lamel nous permettent de nous informer des réalités de ce pays, réalités qui ne sont pas visibles au quotidien. À force de vous écouter chaque jour, une crise cardiaque n'est pas loin de nous. Mais il vaut mieux mourir en sachant la vérité que de mourir bête. Pour le cas présent, je demande à tous les Camerounais de les télécharger. Le SND 2030 ou même le DSCE. Allez télécharger et asseyez-vous pour lire. C'est important. C'est très important. Beaucoup de littérature. Il faut lire, comprendre. Pour ceux qui peuvent regarder l'émission, regardez pour voir justement les ondes d'ombre qui ont été évoquées ici, pour comprendre que lorsqu'on vient, c'est parce qu'on n'a plus le temps de faire des recherches. Et c'est même important. Avant de nous insulter sur oui, la toile, qu'ils aillent vers ça. Voilà, merci beaucoup. Allez, la revue des réseaux sociaux, Karine Sontia. Il est important justement qu'on en parle rapidement. Oui, dans le premier sujet de la revue des réseaux sociaux, on s'intéresse à ce don, je ne sais pas si c'est un don ou bien c'est un financement du chef de l'État qui a décidé d'accorder un appui financier au chef traditionnel candidat à l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020. Il s'agit selon le MINAT d'un grand geste du chef de l'État à l'endroit des chefs traditionnels. Ces derniers auraient émis au début de la campagne le vœu d'un soutien financier à l'instar des financements accordés
aux partis politiques. Et maintenant, il y a des avis qui divergent. Certains soutiennent que ça, c'est une manière de garder ces chefs-là, de fermer leur clapet et de leur permettre de voter ou encore de suivre seulement les candidatures proposées par le RDPC et autres. Et il y en a qui disent que c'était normal parce que si on doit parler d'élections régionales, il faut bien parler du financement des campagnes des élections régionales. Alors, aujourd'hui, il y a un réel problème, c'est que le budget de 2020 n'avait pas prévu cette dotation. Est-ce que, deuxième question, le document a été signé, du moins, est-ce que c'est avec l'accord du chef de l'État lui-même? Est-ce que ce n'est pas une initiative personnelle du ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika aujourd'hui? Souvenez-vous encore des nombreux dons autour du savon et des seaux. On sait exactement ce que ça va créer comme grabuge. Est-ce qu'on peut comprendre le silence du cabinet civil quant à cette sortie justement du ministre de l'administration territoriale? Cette dotation, aujourd'hui, c'est quoi le but véritablement? Est-ce que, c'est acheter la conscience des chefs traditionnels, c'est une sorte de corruption, ou vraiment ils méritent cet argent, Bonbon Menga? Non, ils méritent cet argent, même si c'est en train il y a une bonne dose de corruption, de manipulation dedans. Non, soyons quand même sérieux pour reconnaître que depuis mars 1992 jusqu'à ces élections-ci, il est prévu, la loi a toujours prévu le financement des élections. Très bien. Et hier, c'était des partis politiques qui allaient aux élections. On a fait un banditisme politique là en disant qu'on peut admettre des candidatures indépendantes avec des conditions qu'un candidat indépendant ne peut jamais remplir. Là, c'est le banditisme politique. Donc, maintenant, il y a un collège électoral qui vient de naître. Donc, il faut bien qu'on leur donne un financement comme on en donne aux partis politiques qui vont aux élections. Ça me semble tout à fait normal. Mais sauf que, comme auxiliaire d'administration, on commence toujours à les contrôler. À les contrôler et à voir dans quelle mesure il faudrait qu'ils restent dans l'escarcelle et qu'ils ne sortent pas de l'escarcelle du gouvernement. Non, c'est un peu comme ça qu'il faut mettre normal. Maintenant, l'autre ambiguïté, le communiqué du ministre de l'administration territoriale ne nous dit pas cet argent viendra des fonds de la présidence de la République ou du trésor public. On ne nous dit rien. On ne nous dit rien. On ne donne pas le montant. Hein? Parce qu'il faut monter le montant. Mais justement, vous avez dit quelque chose de fondamental. Ce n'était pas prévu dans le budget 2020. Mais le président prend ça où? Or, le budget de la présidence de la République prévoit des choses de ce genre. Lorsqu'on vote le budget à l'Assemblée nationale, il y a un chapitre qui est consacré à appui de la présidence de la République aux institutions. Ça existe. Est-ce que c'est de là où provient cet argent? Donc, il ne faut pas qu'il y ait le flou. Mais comme toujours, comme tout, il y a toujours le flou. On a en droit comme demandé sur la mail, après avoir lu le document, que les chefs traditionnels doivent se rapprocher des gouverneurs. Donc, aujourd'hui, c'est acté qu'ils sont des auxiliaires d'administration. Ça, c'est connu maintenant. Mais quelle légitimité ont-ils aujourd'hui vis-à-vis des communautés? Alors, disons qu'il y a cette lecture, on peut la voir sur 2 ou 3 prismes, si vous permettez. Le premier prisme, vous savez que les chefs traditionnels du Sud ont dit qu'ils ne partaient pas en campagne, ils n'avaient pas d'argent. Oui. Ils ont fait des notes qu'ils ont envoyées à leur fils. On part en campagne avec quoi? Ça, c'est parti pour perdre. Vous venez avec vos grosses voitures, vous venez avec l'argent, nous on n'a rien. Ça commence au Sud. Après le Sud, c'est le CAM qui prend, avec notamment, vous vous rappelez, ces différentes menaces et les réactions des élites qui arrivent et qui viennent faire le show face aux chefs traditionnels qui marchent à pied en disant nous on va en campagne. Donc depuis le démarrage, vous allez vous rendre compte que les chefs n'ont pas pu bouger, les chefs n'ont pas pu, en dehors des causeries, des discussions, c'était véritablement parle. Et des lettres, les gars ont fait des lettres qu'ils envoyaient pour dire on attend le financement. Ce sont encore nos élites qui viennent nous reconcurrencer. Et le financement à 3 jours de la fin de la campagne. Monsieur Michel Ngacho, est-ce que quand ça va entrer à la chefferie, vous connaissez pas quelle porte des entrées? Ça, c'est le premier point. Maintenant, il faut dire qu'il y a eu la sortie, monsieur Michel Ngacho. Non, attendez, on ne donne pas à tous les chefs. On donne aux chefs qui sont engagés aux élections. Les chefs qui sont en compétition.
Vous avez maintenant la sortie du Conseil national des chefs, des chefs traditionnels de l'Ouest, ou les différents représentants. Ça fait un tollé, M. Michel Ngachou. On s'est posé, l'administration, vous savez, il y a des fins stratèges qui sont dans les réflexions en se disant, hey, est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre ces personnes dans le dos? Je pense qu'ils ont essayé de faire 2 points de mesure, d'analyser, se dire, on a un peu laissé ces personnes, il faudrait les mettre dans le dos. Puis on ne peut pas analyser sous ce prisme-là. Ils disent c'est toujours une bonne chose. C'est toujours une bonne chose d'ailleurs. On va suivre surtout parce qu'on sait qu'on aura l'information. Hein, on aura l'information coûte que vaille du montant que les gouverneurs vont mettre dans l'enveloppe et vont remettre au chef traditionnel aujourd'hui. Alors Dominique Audrey, vous croyez quand même que les chefs seront... est-ce que les chefs sont inféodés aujourd'hui? Est-ce que vous ne pensez pas que les chefs en réalité qui vont prendre cet argent-là n'auront pas de légitimité? Ils vont parler au nom de qui? Ce n'est pas du RDPC. Ils parleront au nom de la personne qui leur a donné de quoi faire. De quoi faire. Et visiblement, si on s'en tient exclusivement au communiqué, ils ont demandé, et comme ils ont demandé avec la grande sollicitude habituelle de qui vous savez, eh ben, on le leur donne. Et ensuite, les décisions qui seront prises, les agissements, les actes qui seront posés découleront forcément. Que ce soit vrai ou pas, on ne peut pas les globaliser. Il y a certains qui n'ont pas demandé à avoir cet argent, mais comment on saura donc qui n'a pas eu et qui a eu? Il faudrait qu'on nous dise à qui on a donné et à qui on n'a pas donné. On le saura. Mais maintenant... on le saura, mais il faut quand même... Ils estiment que si on en a donné aux partis politiques, on doit le leur donner. Ça veut dire qu'ils deviennent donc d'office des partis politiques. La loi prévoit le financement de la campagne électorale. Mais est-ce qu'ils doivent donc demander? Et est-ce que c'est à... Oui, c'était oublié. On a même donné trop tard. La loi le dit. L'élection, c'est le 6. Voilà, et on donne aujourd'hui, ils vont travailler avec ça quand et quand. C'est incroyable. Attendons ce qu'on va voir. Hein. C'est très important. Merci à vous, Dominique Audrey. Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous. On marque une pause rapidement et on vous retrouve. Je vous en prie. C'est 10-12 le Zénith, votre talk show de tous les jours. 20 ans de carrière, ça se fait! La Ligue de développement BL Lion, Magica et Faribley présente la nuit de l'ambiance BCBG. À l'occasion des 20 ans de carrière de Consti Lamine, le plus sénégalais des Camerounais, le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala-Bercy. Avec en concert live, Coco Enchanté. Mathématiques de Petit Pays. Ulrich Chakam, Kossi. L'histoire d'une femme mariée. Elle a tout pris mon cœur, ma head en papoulet. Moustique le charismatique, Belkatobi. Et Jackie Kingé. Notez bien, la nuit de l'ambiance PCBG à l'occasion des 20 ans de carrière de Consti Lamine, c'est le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala-Bercy. Prix des places 10 000 et 5 000 francs CFA. Bien en vente à Douala-Bercy, 6 à Aqua. Info live 682 42 10 48. Soyez de la fête. Partenaire média, radio et télévision Equinox. Allez, on le dit à l'instant, vous le savez depuis quelques semaines, sur les antennes Equinox Télévision et Radio, on parle de cet événement autour de la nuit BCBG avec Consti Lamine qui est encore avec nous ce matin. Consti, bonjour et bienvenue. Alors bonjour Michel Ngachou, bonjour à toute l'équipe de l'émission 10 le Zénith et bonjour à tous les partenaires qui ont décidé d'accompagner les 20 ans de carrière de Consti Lamine. Ils sont plus de 150 partenaires et particuliers qui ont décidé bien sûr d'accompagner les 20 ans de carrière de Consti Lamine. Avant donc de passer la parole à l'invité qui est parmi nous ce matin, je tiens déjà à remercier certains de ses partenaires, notamment les épices Mami à travers la société Fedim, la discothèque Live Party du côté bien sûr de Bonamoussadi, le savon Sagri, l'huile Hulor et bien entendu des autorités telles que le maire Albert Bongangui du côté bien sûr de Bonamoussadi, qui est l'un des partenaires de Consti Lamine depuis plus de 15 ans et qui a donc décidé d'accompagner les 20 ans de carrière de Consti Lamine. Merci au maire Albert Bongangui du côté bien sûr de Bonamoussadi, sans oublier la radio et télévision Equinox ainsi que la société Sorepco et bien entendu
Atlantique Assurance, sans oublier le restaurant Service Plus. Tous ces partenaires-là accompagnent les 20 ans de carrière de Constellamine et tous ceux qui vont acheter les tickets VIP de 10 000 francs repartiront avec les lots offerts par ces partenaires, notamment les bons de coiffure, les morceaux de savon, les litres d'huile. Il y a beaucoup de lots que nous allons remettre à tous ceux-là qui vont acheter les tickets de 10 000 francs du côté bien sûr des points de vente tels que Douala Bercy et le magasin 1001 tapis pour l'événement du 4 décembre 2020. C'est demain vendredi. Il dit bien c'est demain. Na tomorrow, nuit de l'ambiance BCBG. Mototenye Sengalemba Tatan. Bignon alla au magasin 1001 tapis. Bignon alla au palais d'Ika. Bignon alla Djanda Tiketi. Il y a nuit de l'ambiance BCBG avec Consti Lamine. Alors, Michel Gatchou, j'ai avec moi Mathématiques de Petit Pays qui est là pour la confirmation. Alors, c'est un plaisir justement de travailler ce matin. Mathématiques de Petit Pays, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision. Bonjour Michel, bonjour, merci. Ben, ça fait un bon petit moment. On est quand même à se demander où étiez-vous depuis ce petit moment-là? Que devenez-vous? Depuis un moment, je suis engagé dans mon entreprise, puisque j'ai une entreprise de 3 continentales. Ouais. Étant aux États-Unis, j'ai vu comment les artistes musiciens, en dehors de la musique, avaient des entreprises. Donc je me dis, j'ai fait du show, maintenant j'ai fait du business, donc du showbiz. Alors, je suis en studio pour le prochain album, donc qui sortira l'année prochaine. Donc, et Constellamine, qui est un frère de longue date, j'ai dit, je ne peux pas rester sans assister à ces 20 ans de carrière. C'est important justement, et au-delà de l'assistance que vous ferez pour ces 20 ans de carrière, musicalement parlant, les Camerounais vous regardent aujourd'hui, les titres qui sont révélateurs, mariage, je sais pas, il y a tellement de titres que je peux m'emballer aujourd'hui. Le répertoire, il est grand. Il est grand, il est riche, il est varié d'ailleurs. Alors, quelle appréciation portez-vous à cette soirée BCBG qui aura lieu demain à Douala Bercy, ici à Douala? Je me dis c'est un concert inédit, voilà, 20 ans de carrière, c'est pas 20 jours. Donc, j'invite massivement le monde entier à assister à cet événement. Je vais revisiter les succès de mes albums et je chanterai le nouvel album qui arrivera dans quelques jours. Mais il y a les femmes également qui sont là parce que vous êtes un chanteur, vous avez des... J'ai eu la chance d'avoir un homme dans ma vie qui savait m'aimer, qui m'a donné son cœur. Mais les mauvaises copines m'ont demandé de l'abandonner. La question que je me pose, si je l'abandonne, qui va me supporter? J'ai le loyer à payer. Qui va le payer? Alors justement, les billets sont toujours en vente ou pas à Constellamine? Alors, Michel Gatchou, avant donc d'avoir encore la capella de mathématiques pour me faire plaisir personnellement, je rappelle à tous les téléspectateurs qu'il y a encore quelques billets de 5 000 francs. Oui, il n'en reste plus assez. Le matériel est en train d'être installé pour les curieux. Allez à Douala Bercy, rendez-vous à l'intérieur de la salle. Vous allez voir la tonne de matériel qui vient de Yaoundé, mobilisé par Constellamine, avec bien sûr le soutien d'une autorité de la place traditionnelle, Sa Majesté Alain Belmondo Tchofon, qui est l'une des personnes qui a permis à Constellamine de déplacer le matériel les biens, on les achète où, Constellamine? Alors, les billets se vendent du côté du magasin 1001 tapis. Les billets se vendent actuellement à Douala Bercy. Les billets se vendent à l'Institut de beauté Ahmed. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir dans ces points de vente, vous appellerez les numéros de téléphone du spectacle qui vont encore s'afficher à l'écran. Vous êtes livré gratuitement. Oui, alors, quel que soit l'endroit où vous êtes, appelez, on vous livre gratuitement vos tickets. Mathématiques, avant de nous quitter justement. J'aime bien quand on m'appelle Mathématiques de Petit Pays. Mathématiques de Petit Pays. Bon, voilà. On peut faire un diminutif pour la belle appellation. Merci. Mais on n'oublie pas que le rabat il reste le père. Donc honneur, respect pour ce qu'il a été, ce qu'il incarne pour vous. Merci. Alors quelle promesse faites-vous à tout ce public-là qui devrait se rendre demain à Douala Bercy, vous regardez et apprécier les nombreux artistes qui vont quand même entourer ce plateau demain? Vous savez, c'est un plateau alléchant. Voilà, c'est moi qui vais ouvrir le bal. Ah ben dis voilà, donc. Parce que je dois mettre l'attention. Voilà, je dois mettre le show. On parlera d'une levée de rideau? Oui, non, pas ouverture de rideau. Je dis après, quand le spectacle va commencer, je dois mettre la barre haute, vous voyez un peu quoi. Vous connaissez mon côté chaud. On a confiance. Voilà, donc je viendrai avec plus de 20 filles. Le plateau est tellement grand. Donc, venez nombreux, on fera le show. Toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi. Tu me rends dingo, oh, oh. Tu me rends dingo, oh, oh. Tu me rends dingo, yeah, yeah.
Écoute-moi, chérie, chérie, oh chérie. La suite, c'est demain. La suite, c'est demain. 20 ans de carrière, ça se fête. La marque de vêtements B.L. Lion, Magica et Fariblé présente la nuit de l'ambiance BCBG. À l'occasion des 20 ans de carrière de Consti Lamine, le plus sénégalais des Camerounais, le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala Bercy, avec en concert live